Si tu es là, c'est parce que tu es venu à une réunion de Bien Vivre à Rezé, voilà, et tu nous as bluffé. En tant qu'écolo, on adore tout ce qui est simple, naturel, et se chauffer avec du bois, pour nous, bah, ça coulait de source. C'était normal, c'était simple, pas besoin de grosses technologies, tout ça. Une denrée qui, dans notre esprit, était renouvelable. Et puis tu nous as dit que nenni, tout n'est pas rose dans le domaine des cheminées et des chaudières et des réseaux de chaleur. Parce que justement, il y a une chaudière bois qui s'est installée à Rezé et ça t'a titillé. Tu as regardé le vrai bilan énergétique du réseau de chaleur, ce qui se dégageait comme fumée des chaudières à bois d'ailleurs, pas une seule, voilà. Et où allait cette chaleur, c'est-à-dire si ça ne chauffait pas des logements très mal isolés. Mais franchement, tu nous as intéressés et on avait besoin d'en savoir plus. Du coup, tu nous as rejoints, merci beaucoup, et là, on profite de toi pour récupérer un tout petit peu de tout ce que tu as accumulé comme connaissances depuis des années. À toi. Eh bien, je vous remercie. C'est une opportunité pour moi de présenter un peu les chaudières à bois, les réseaux chaleur qui se sont développés à Nantes. Il y a des réseaux chaleur qui peuvent bien fonctionner, mais il y en a pour lesquels rien n'a été vraiment bien conçu. Monsieur Prévost, c'est un ingénieur des mines. On lui a demandé en 2006 de voir pourquoi les réseaux chaleur n'étaient pas rentables, pourquoi les délégataires n'arrivaient pas à faire des exercices financiers positifs et pourquoi il y avait une acceptation sociale qui n'était pas très bonne. J'ai extrait donc un petit passage sur les réseaux chaleur et les économies d'énergie. Donc, il dit, les efforts d'économie d'énergie, isolation des bâtiments, efficacité moyens de chauffage, rendront-ils les réseaux de chaleur définitivement trop coûteux? Il faut à la fois isoler les bâtiments et il faut rendre les moyens de chauffage efficaces. Mais ça les rend aussi coûteux. Que se passe-t-il pour les réseaux de chaleur alors? Puisqu'ils vont être obligés de fournir de la chaleur, mais en quantité moindre. Comment se rentabilisent les délégataires? Par le débit d'eau chaude, qui multiplie le prix du kilowattheure. Donc, ça va poser des problèmes. Donc, la question se pose, puisqu'une partie des dépenses des réseaux de chaleur sont des frais fixes, c'est-à-dire les achats de chaudières bois, de chaudières gaz, etc., qui sont mieux amortis lorsque la consommation d'énergie est plus bonne. Donc, on arrive là à une contradiction. C'est-à-dire que les réseaux chaleur sont encouragés à fournir beaucoup de chaleur à des logements passoires. C'est complètement inadmissible. C'est inadmissible. Ça tombe sur la même population toujours. Oui, c'est toujours sur la même population. Donc le chauffage vise à procurer un certain degré de confort thermique au moindre coût. Oui, mais pour un même confort thermique, il faut trouver un bon équilibre entre le coût de la chaleur, les dépenses d'économie d'énergie et les émissions de gaz carbonique fossile. Voilà. Le problème aussi réside dans le fait que le gaz, s'il est meilleur pour l'instant, il va falloir trouver un autre moyen de chauffage. Désormais, la diminution de la consommation d'énergie n'est pas l'objectif à rechercher, puisque l'objectif est de diminuer au moindre coût nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, on arrive à cette contradiction où les réseaux chaleur sont amenés à distribuer beaucoup de chaleur
et ne vont pas rechercher à ce qu'on isole les bâtiments. Donc, gaspillage d'énergie. Donc, pourquoi choisir le chauffage au bois? Là, je vais passer là-dessus. Donc, il y a différentes sortes de plaquettes, de granulés, de bûches, etc. Donc, vous pourrez vous documenter. Il y a beaucoup de documents ADEME qui sont très bien faits et qui pourraient vous renseigner sur ces chauffages au bois. Voilà, peut-être qu'on arrivera plus tard à se chauffer davantage avec des poêles à bois, avec des petites chaudières à bois automatiques, une fois que le prix du gaz aura remonté. Donc, rien n'est écrit dans les 10 prochaines années. Alors, le schéma de principe donc d'un réseau chaleur, il y a l'unité de production de la chaleur que j'ai représentée pour le réseau chaleur IDEX avec une chaudière à bois. Et il y a 2 chaudières gaz, je n'en ai représenté qu'une. Voilà. Ce qui fait que la chaudière à bois, c'est quand même assez compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que, donc, à manager qu'une chaudière gaz. Une fois, bien sûr, que la canalisation est émise. Donc, 5 à 6 fois plus cher qu'une chaudière gaz de même puissance. Et la chaudière bois, elle fonctionne d'octobre à mai, alors qu'elles sont autorisées à fonctionner toute l'année. Ce qui fait que pour rentabiliser une chaudière bois, ça va être évidemment beaucoup plus difficile. Et c'est pourquoi les chaudières à bois dans les réseaux chaleur sont aidées par l'État, puisque c'était écrit à l'avance que la chaleur réseau serait trop chère si on utilisait les chaudières à bois sans aide de l'État. Sur un prix, on va dire moyen en ce moment de 75 € le mégawattheure, l'aide d'État est à peu près de 15 €. C'est un drôle de calcul. Quel est l'avantage en fait de ces chaudières à bois puisque l'État doit les aider? Eh bien, je vais dire qu'il y a eu tout un discours. Ça date des dates du protocole de Kyoto en 2009, où on nous a très bien vendu ces chaudières à bois. On a dit que le bois c'était durable, c'était renouvelable et tout ça. Donc il fallait se débarrasser des vilains gaz fossiles, de se débarrasser du pétrole. Et l'État a été convaincu et a commencé à donner de l'argent, beaucoup d'argent, dans ces réseaux chaleur, pour diminuer justement le coût énergétique à cause de ces chaudières à bois. Alors, l'aide ADEME ne va pas tout à fait totalement pour les chaudières à bois, puisque il faut bien livrer de la chaleur par des canalisations. Il faut défoncer les routes, il faut des canalisations, donc il faut des matériaux, il faut des isolants, il faut des échangeurs à plaques, il faut faire passer parfois les canalisations sous les voies ferrées, il faut faire des fonçages, donc tout ça coûte très cher. Et pour contrebalancer tous ces coûts-là, eh bien, donc, l'État finance. Mais l'aide de l'État ne va pas seulement jusqu'à ces aides ADEME, puisqu'on manque de bois dans la région, et en ce moment, l'État aide aussi au reboisement. Donc, il faut à la fois aider les chaudières à bois, les réseaux chaleur, mais il faut aussi aider parce que le bois manque. Et si on ne replante pas, eh bien, le prix du bois, il va avoir toujours tendance à augmenter.
Alors que les délégataires, quand ils construisent un réseau chaleur, ils disent on va fournir de la chaleur à un prix économique à 5% en dessous du prix du gaz. Malheureusement, le prix du gaz, enfin, ou heureusement, il a baissé. Donc, le coût chaleur-réseau, il se trouve que maintenant, il est plus élevé que si on se chauffait au gaz par des chaudières à gaz qui étaient directement placées au pied des immeubles, au pied de la piscine, au pied de la cité radieuse et dans les différents immeubles du château. Et en plus, on n'aurait pas toute cette déperdition énergétique dans les tuyaux. Et les chaudières qui détruisent les déchets, etc., qui récupèrent aussi de la chaleur. Oui. Donc, elles sont assez comme directement. Donc là, on détruit les déchets et on récupère de la chaleur. Mais la pollution engendrée est importante aussi. La pollution est moins importante quand on a des incinérateurs. Voilà. Le problème pour RNA Californie, c'est qu'on est situé à côté, à 100 mètres des maisons de Bougnay et du Bois-Chabot. Il y a le restaurant KFC qui reçoit 250 personnes par jour. Et puis il y a la ZAC des Îles qui va se construire avec 3300 logements juste à côté, qui vont être sous les fumées. Donc ce n'est pas ici qu'il faut placer une chaudière à bois, quoi. C'est pas ici qu'il faut placer ça. Et la chaudière IDEX, la chaudière bois, la chaufferie, elle est placée à côté d'un stade de la Trocardière, un ensemble sportif. Là non plus, ce n'est pas là où il fallait placer ces chaufferies. Voilà. Le dossier de presse. Le dossier de presse, c'est le dossier de presse qui a été fourni en 2013 par le délégataire de la chaufferie IDEX. Donc il y a tous les intervenants, tous les politiques qui ont contribué à la naissance de ce réseau chaleur. J'en viens à la page 7. Le réseau chaleur de distribution, composé de tuyaux isolés souterrains, transportera l'eau chauffée en circuit fermé depuis la chaufferie. Donc il aura une longueur de 6 km et fonctionnera en hiver pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc il était prévu que ce réseau chaleur fournirait chauffage et eau chaude sanitaire. Donc, et en été pour l'eau chaude uniquement, voilà, puisqu'il n'y a pas de chauffage. Donc le parc HLM, il a 800 logements, la cité radieuse, elle a 300 logements à peu près, et puis il y a des groupes scolaires, le lycée Jean Perrin, le collège Allende, qui sont reliés. Donc, on va voir ça ici. Donc, on a dit que l'eau chaude, donc, représentée par les traits rouges, donc, est poussée par des pompes dont la pression peut atteindre 15 bars, comme c'est le cas RNA Malakoff, 15 bars. Ce sont des pompes qui maintiennent la pression 365 jours par an. L'eau chaude du réseau, elle est à des températures maximum de 110 degrés Celsius en hiver. En été, c'est un peu plus faible, mais il faut dire qu'on a une dépense énergétique à fournir chaque jour de l'eau chaude sous pression. Donc, on arrive à la distribution de l'eau chaude du réseau chaleur dans, par exemple, la piscine, qui est très grand consommateur de chaude. Donc, on va commencer par le chauffage, hein, c'est surtout pour ça qu'on veut chauffer la piscine. Donc, c'est des échangeurs à plaques qui sont ici. Un échangeur à plaques, valeur 2014, ça valait 10 000 €. Si on veut de l'eau chaude sanitaire, ça fait 10 000 € aussi, en plus. C'est évident qu'on ne va pas pouvoir équiper des maisons individuelles avec l'eau chaude réseau. Il
on est plus de 20 000 € déjà pour les échangeurs à plaques. Donc vous vous rendez compte qu'on ne peut fournir en eau chaude réseau que des bâtiments. Voilà. Donc ici, l'eau, elle fonctionne en circuit fermé, c'est-à-dire elle va dans l'échangeur à plaques, elle chauffe une plaque et repart ici, un peu plus froide. Et de l'autre côté, eh bien, on a le circuit fermé du chauffage, donc de la piscine, qui permet de chauffer la piscine. Quant à l'eau chaude sanitaire, donc c'est un autre échangeur, évidemment. Et là, il n'y a qu'une sortie, il n'y a pas d'entrée, puisque c'est l'eau chaude que vous prenez pour couler un bain, etc. Voilà. Pour la cité radieuse, qui a 296 logements, était prévu en 2014 qu'elle allait être reliée en eau chaude sanitaire, mais ça a tardé. Donc même si ici, dans les documents, il devait y avoir l'eau chaude sanitaire et eau chaude du chauffage livrée, ça n'a pas été livré pour tout le monde. Ce n'est qu'en 2017, deuxième trimestre 2017, eh bien, qu'il y a eu un deuxième échangeur à plaques qui a été mis, mais il a fallu équiper chaque logement et faire amener les tuyaux donc depuis l'échangeur à plaques jusqu'à chaque logement de la cité radieuse. Ce qui a eu d'ailleurs un contentieux, puisque IDEX voulait faire payer l'installation au bailleur. Donc maintenant c'est rendu. Donc là, j'ai mis des maisons, mais c'est évident qu'on ne va pas pouvoir relier des maisons individuelles. En plus, ça ferait un circuit chaleur qui serait aussi très grand. Maintenant, les immeubles du château, eh bien, il se trouve que les immeubles du château ne sont fournis qu'en eau chaude du chauffage. L'eau chaude sanitaire n'y va pas. Donc, hop. Il n'y a qu'un échangeur. Et le problème de ces 800 logements qui sont au château, ce sont des logements pour lesquels, comme d'ailleurs c'était le cas à la cité radieuse, chauffage par le sol, sans vanne individuelle, où on peut fermer un peu la vanne parce qu'on a trop chaud, parce qu'on est situé au début de réseau, ou ouvrir un peu plus la vanne. Donc, il y en a qui crèvent de chaud et d'autres qui ont très froid. Et en plus, il n'y a pas de compteur de chaleur. Il n'y a pas de compteur de chaleur. Voilà. Donc, c'est le problème de ces 800 logements ici. Alors, même si dans la presse, on parle d'eau chaude sanitaire qui a été livrée dans les immeubles du château, eh bien non, ça n'a pas été livré. Les 800 logements ici ne sont pas fournis, par contre, il y en a quand même qui sont fournis. C'est-à-dire, il y a des immeubles qui sont fournis. Mais sur ces 800 logements, sur les 800 logements, dont 160 logements qui sont sociaux, eh bien, il n'y a pas d'eau chaude sanitaire, ce qui fait que pour ces logements ici, il faut donc, je le disais tout à l'heure, soit un ballon électrique qui chauffe, qui n'est pas très rentable, et puis, ou alors, il faut un contre-gaz, et puis il faut un chauffe-eau. Voilà. Il y a une loi qui va obliger les délégataires, enfin c'est surtout les bailleurs, à équiper les logements en compteur individuel de chaleur et une vanne de régulation. Alors je ne sais pas comment ça faire, ça va se passer au château, puisque
j'avais contacté le conseil citoyen, je leur ai parlé du réseau chaleur, mais je n'ai pas eu de retour. Donc voilà. Je pense qu'il faudrait faire une information auprès de ces habitants-là, d'une certaine façon. On ne peut pas les laisser comme ça, avec ces passoires thermiques, sachant qu'ils devraient avoir un chauffage qui sera comptabilisé et avec une vanne de régulation. Donc il va falloir les rénover, il va falloir faire quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas du tout logique, quoi. Et je crois qu'il ne faudra pas attendre de Nantes Métropole. Donc il y a des logements qui devraient être rénovés, mais je crois que ça traîne, il va falloir vraiment s'en occuper. Je pense que la liste Bien Vivre à Rezé sera portée la voix de contestataire par rapport à ce qui a été fait pour l'instant. Alors, donc j'avais constaté au cours de mes recherches qu'il n'y avait pas d'eau chaude sanitaire qui était livrée, mais qu'en plus, eh bien, il y a les gens qui parfois se gèlent, puisqu'il y avait eu des articles de journaux, à 18 degrés on se gèle dans le HLM. C'est en ayant connaissance des rapports d'exploitation que j'ai obtenus en contestant auprès du président de la foule, qui a fini par céder, et même par céder son poste, et que j'ai eu donc connaissance de ces rapports d'exploitation, et il se trouve que, justement, à l'époque des faits, il y a eu des pannes. Voilà. Et l'eau est descendue, l'eau chaude réseau est descendue à 70 degrés Celsius. Voilà. Bon. Alors même si IDEX disait mais l'eau elle est quand même à 95 degrés, eh bien non. Donc rapport d'exploitation 2016. Il faut que je regarde d'abord les pages 11-12. Donc ça, ce sont les différents consommateurs, les immeubles et les bailleurs, avec leur logement. Et là, on voit, parmi les 800 logements qui sont tout en haut, on voit que ECS, eh bien, il y a un trait. Voilà. Donc, il n'y a pas d'eau chaude sanitaire. Et en 2016, donc, on va regarder. Donc, il y a la Barracason aussi. Et un peu plus loin, Maison Radieuse. La Maison Radieuse n'était pas raccordée. Alors que Ouest France disait que la connexion se ferait à l'été 2015. Eh bien non. Ça s'est fait 2 ans plus tard. Donc je pense quand même que les politiques devraient quand même faire une information qui soit correcte. Voilà. On a affaire à des sociétés privées. Oui. Et il y a des contrats. Oui, mais si l'atteinte du contrat n'est pas faite, normalement, on porte la gestion à des gens qui disent on est capable de faire mieux que la régie. Et donc, c'est anormal qu'ils ne donnent pas le fait du contrat. Le contrat il est bien écrit, il est bien donné. Alors, le prix de la chaleur, c'est une promesse de campagne. 5% en dessous du gaz, ça n'a jamais été réalisé. Les gens qui ont commandé cet achat sont mis les politiques en place. Ils ont obtenu des garanties quand même. Ils n'ont pas donné un chèque en blanc à la société. Malheureusement, il n'y a eu aucun retour. Bon, et le président de la foule
était un écologiste. Sinon, j'ai eu une feuille recto verso, c'est tout, sur le fonctionnement du réseau chaleur par l'écologiste qui était en poste, et il considérait qu'il avait fait son travail. Mais moi, je savais qu'un rapport d'exploitation, comme les rapports d'exploitation qui sont édités par Nantes Métropole, ça fait 200 pages. Voilà, ça fait 200 pages. Il y a les livraisons de bois, les livraisons de chaleur par immeuble, on a le prix de la chaleur, on a le prix des moyens des logements qui sont chauffés, enfin, on a les pannes. En fait, c'est enterré comme le réseau. Voilà. Voilà. Donc, C'est scandaleux. bon. Alors, les pannes en plus, où est-ce qu'elles sont les pannes? Bon, ça doit être à la suite. Donc on était en 2016. Voilà. Et le mois de décembre, ce sont les pannes, et plus il y a de bâtons colorés, et plus ça veut dire qu'il a fallu de la main-d'œuvre. Voilà. Donc, en décembre, il y a eu des pannes. Et, bon, dans le document, ils en parlent encore un peu après. Donc, c'est une fois que j'ai obtenu ce rapport d'exploitation, eh bien, ça a été très, très concret. On a les livraisons de chaleur, immeuble par immeuble. On a les prix de chaleur concernant tous les bâtiments. Et la première année, eh bien, la maison radieuse a eu un coût chaleur qui a été très important. Parce qu'il faut dire que les bâtiments sont mal isolés. La conception de la maison radieuse, elle n'était vraiment pas en fait vertueuse énergétiquement sur la base. C'est-à-dire qu'effectivement, une distribution de chauffage par le sol, en fait, sans possibilité de réguler. Il y a eu des travaux il y a peut-être 30 ans pour isoler le bas, le sol en fait du dernier étage parce qu'il y avait une grosse déperdition. Et ce que tu as expliqué tout à l'heure sur l'idée en fait qu'effectivement en bas on va avoir froid et en haut trop chaud, c'est exactement ce qui se passe parce qu'il y a plein de choses géniales qui sont dans la maison radieuse, mais pas du tout pour la chaleur. C'est un immense pont thermique en fait, sans qu'il y ait de travaux spécifiques. C'est vraiment pas conçu pour la chaleur. Par exemple, il y a du double vitrage, mais c'était pas du tout pour la chaleur, c'était juste pour isoler du bruit, puisque de toute façon il y a la structure béton et qui a une continuité et un pont thermique total. Donc de toute façon, la conception est mauvaise en termes de chaleur. À l'époque, c'était pas du tout dans l'air du temps cette idée qu'effectivement il y avait un problème au niveau de la consommation d'énergie. 1953, la construction. Alors, lors de l'inauguration d'IDEX, le 27 novembre 2014, Monsieur Allard, qui était nouveau maire, avait commencé par dire que la chaufferie, c'était un héritage. Bon, et lorsque on en est venu à parler du chauffage de l'alimentation de certains bâtiments, eh bien, il avait dit par exemple que l'auditorium, c'était un bâtiment récent, aux normes BBC, bâtiment basse consommation, et que peut-être il n'y avait pas intérêt à le relier au réseau chaleur. Surtout qu'il est en terminaison. Il faut, quand on veut se faire livrer de la chaleur, il faut faire un contrat pour dire, eh bien, j'ai besoin de tant de kilowattheures. Donc ça, d'abord, c'est un coût. Bon, voilà. Et ensuite, il y a le coût au kilowattheure qui est livré. Donc c'est évident que si le circuit est loin, je suppose que
eh ben, il faut payer ce contrat. Voilà. Et on voit ici, par exemple, que pour l'auditorium, eh bien, le coût chaleur, il est de 88 € le mégawattheure. Le gymnase Cabalin, lui, il est aussi en bout de circuit, au bout du lycée Jean Perrin. Et je ne sais pas pourquoi, mais son coût chaleur, il est énorme et il ne descend pas beaucoup d'année en année. Bon, par contre, il y a des résidences qui ont des coûts chaleur qui sont moindres. Et bon, il faut dire qu'à Rézé-Château, les logements ont des coûts chaleur qui sont peu importants. Mais il faut beaucoup de chaleur, puisque ce sont des passoires thermiques. Et puis ils n'ont pas tous l'eau. Ils n'ont pas l'eau. Ils n'ont pas l'eau, donc ils ont moins. Alors, bon, je n'ai pas tellement de connaissances donc pour ce qui concerne les exercices financiers, mais à lire les lignes, on peut voir que les exercices financiers ne sont pas mirobolants, puisque la société IDEX a été obligée d'obtenir de l'argent de la part du siège. Voilà. Bon. Les exercices financiers des réseaux chaleur sont presque tous négatifs depuis 2014. Alors, normalement, une société ne doit pas vendre à perte. J'ai posé la question à une financière de notre métropole. J'ai dit, mais là, ça fait plusieurs années que les exercices sont négatifs. Elle me dit, oui, mais il faut juger sur 20 ans. On va pas Alors, remplacer les tuyaux au bout de 20 ans. Alors, le problème, c'est qu'une chaudière à bois a une durée de vie d'à peu près 15-20 ans. Les canalisations, à peu près 20-25 ans. On a changé la chaudière. C'est lourd. J'ai vu un exemple de réseau chaleur à problème du côté de Bordeaux où ils avaient des 26% de fuite réseau. Vous pouvez améliorer la situation parce que ça existe, ça ne peut pas être démoli maintenant, ces choses-là. Alors, il y a des réseaux chaleur qui, pour moi, qui fonctionnent et qui peuvent exister. J'ai parlé d'un réseau chaleur qui existait en campagne avec des copeaux de bois, donc combustible homogène, avec des maisons qui sont groupées. Mais pas Non, sur ça fonctionne bien, court. Il y a les réseaux chaleur qui fonctionnent avec les usines d'incinération d'ordures ménagères, qui ont de la chaleur qui doit de toute façon être éliminée, qui est gratuite. Chaleur fatale, on dit. Donc ça, c'est déjà, on n'a pas le problème du bois à acheter. Et il faut évacuer la chaleur. Donc c'est ce que fait Nantes-Malakoff, qui récupère la chaleur de l'usine d'incinération qui est sur la prairie de Mauve. Et bien sûr, elle est obligée d'avoir d'autres chaudières en support. Bon. Donc des chaudières gaz, mais évidemment, elle a mis aussi des chaudières à bois, 2 chaudières de 15 MW, qui ont fait que l'État a donné 28 millions d'euros pour la rénovation de cette chaufferie, donc RNA. 28 sur 92 millions d'euros. On n'arrive pas au pourcentage de 42% parce que le réseau existait déjà. Voilà. Mais néanmoins, quand les tuyaux, il y a un certain moment où il faudra bien les enlever. Il faut savoir qu'il y a des tuyaux qui passent en ville, où les commerçants, parfois, pendant 2 mois, 3 mois, il y a des travaux, donc ils ne peuvent pas travailler, il y a des bouchons.
Et puis il faut des matériaux pour faire des réseaux chaleur. Donc, C'est là c'est important parce qu'effectivement, on se débarrasse d'une chaleur. Voilà, on se débarrasse d'une chaleur. Tandis que de l'autre côté, on construit avec des réseaux qui peuvent être trop longs et qui coûtent très cher et qui sont fragiles finalement. Parce que, effectivement, avoir une chaudière et servir de la chaleur à 6-7 km plus loin, c'est un peu bizarre. Alors, donc il faudra, pour un bon réseau chaleur, on va dire, il faudra de la chaleur fatale fournie par l'usine d'incinération de Mauves dans le coin, mais aussi il y a l'autre usine d'incinération qui est située en bas de la Loire, là-bas, c'est du côté de Couëron. Voilà, à Couëron. Et c'est ce quatrième réseau chaleur, donc, dont le délégataire c'est IDEX qui a pris le nom de Novae, et qui récupère donc la chaleur de la part de cette usine d'incinération. Malheureusement, elle passe par des prairies humides. Ah oui. Et elle va jusqu'à Chésine. Donc, mais la tuyauterie, donc, ça va faire une longue tuyauterie. Et ils sont obligés d'ajouter des chaudières gaz. Donc, ils ont mis 3 chaudières gaz juste à côté de l'usine d'incinération. Mais il se trouve que j'ai vu avec Climate Change, qui fait des prévisions d'augmentation du niveau de la mer et avec les crues, on est dans des zones submersibles. Voilà. Donc, et même la prairie de Mauves, elle peut être inondée. Et 2030, hausse du niveau de la mer plus crue annuelle, ça fait les 3/4 de l'île de Nantes qui sont inondées. De même, la chaufferie RNA. De même, le futur CHU. Alors, puisque je parle surtout d'IDEX, donc cette chaudière bois là, à partir du mois de janvier-février 2015, c'est-à-dire 3 mois après son inauguration, elle a émis beaucoup de fumée, il y avait des problèmes, les footballeurs se sont plaints, et on a réussi, enfin ils ont réussi à faire en sorte que les week-ends, la chaudière bois s'arrête. Donc sans faire un arrêté anti-chaudière à bois, on peut très bien, le maire peut très bien, en sa qualité d'officier, il peut faire arrêter une chaudière à bois lorsqu'il y a pollution. Voilà. Pollution. Les mercredis après-midi, lorsque ce sont surtout les enfants qui font du football, voilà, lors de toute manifestation sportive. Il n'y a pas moyen aussi de jouer sur les filtres, parce que tu parlais tout à l'heure des filtres, oui. La qualité des filtres. Alors, là, le problème qui s'est posé pour IDEX, c'est qu'il y a une mauvaise conception, c'est-à-dire la cheminée avait un diamètre trop grand, et en réduisant le diamètre de la cheminée, ça fait en sorte que la vitesse d'éjection elle déplace. Voilà. Donc ils ont transformé, ils ont fait des travaux, et c'est RP Loire d'ailleurs qui a étudié cela. On ne peut pas filtrer davantage. Pas tellement. Pas tellement. On arrive à... Les chaudières à gaz peuvent fournir des fumées à 5 mg par mètre cube à la sortie. La chaudière IDEX, on lui a demandé de faire 50 mg par mètre cube. Donc 5 et 50.
on peut faire mieux, mais c'est évident que la qualité des filtres doit être améliorée, ça va coûter plus cher. Voilà. Ça ne récupère pas les bois qu'on jette en déchets bois, etc. Les cagettes, jusqu'à 2014, on pouvait brûler des cagettes ici. Maintenant, on ne peut plus. Néanmoins, on peut utiliser quand même des palettes, du bois de palette déchiqueté. On peut utiliser des déchets bois de scierie. Il y a à peu près 80% du bois qui est du bois plaquette. 80% du bois de forêt qui est utilisé dans cette chaufferie, de même pour les chaufferies RNA. Et c'est du bois qui n'a pas séché. Ah, c'est du bois qui a quand même séché un peu. Hein. Il est à peu près à 40% d'humidité. Ça paraît beaucoup. Parce que vous, vos bûches, vous n'avez pas 40% d'humidité. L'ADEME préconise 20% d'humidité maximum. Mais les chaudières à bois sont prévues pour fonctionner avec un taux d'humidité de... Bon, 40% c'est quand même beaucoup. Et c'est du bois qui vient d'où? Le bois de forêt, il vient d'où? Alors, le bois de forêt, dans les documents des délégataires, c'est du bois qui provient dans le rayon de 100 km. En réalité, il est quand même plus éloigné. Alors, j'ai justement un petit document normalement sur le plan d'approvisionnement des RENA, parce que l'IDEX n'a pas donné ce document du plan d'approvisionnement. Donc là, c'était pour la chaudière RNA, donc qui doit consommer 9300 tonnes de biomasse par an. Donc, il est prévu 60% de l'approvisionnement de Loire-Atlantique, donc ça veut dire 40% de l'extérieur. Le complément est issu d'une zone d'approvisionnement située sur 3 régions, 5 départements, donc 56, doit être Morbihan, je suppose. 35, donc c'est les Rennes, la Vendée et la Lucerne. Donc, comme je disais, c'est à peu près 80% de bois plaquette qui est à peu près utilisé. l'IDEX avait commencé à utiliser plus de déchets, et puis il y a eu des pannes de chaudière, jusqu'à une panne qui a duré 1 an. Donc ils en sont venus à utiliser du meilleur bois. En plus, ils avaient un capteur qui était mal placé. Donc, il y a eu une fusion du foyer. Et donc, quand ils arrêtent la chaudière à Cocardière, ça remise en route, c'est pas pénible. Il faut de la chaleur, il faut qu'elle garde une certaine chaleur, la chaudière pour repartir. Alors, quand on démarre une chaudière bois, je trouve qu'on rentre, alors c'est très manuel, il y a un trou d'homme, on amène ces petits papiers, ces bouts de bois, on allume avec une allumette et on referme. Donc on pourrait dire que c'est automatique, mais non. Les chaudières bois RNA de 15 MW, là, on a vu, elles n'étaient pas en fonctionnement, on a ouvert, trou d'homme, et voilà. Et chaque fois qu'on éteint et qu'on... Oui, on fait en sorte quand même que les chaudières bois, on les fait fonctionner de façon continue. Le problème... Pour les problèmes des moments footballeurs, etc., comment on l'arrête et comment on la fait redémarrer. On l'arrête le week-end, on la fait démarrer le lundi. Ben, je trouve que maintenant, tant que les footballeurs ne vont pas contester, la chaudière bois continue de fonctionner. Alors le problème avec ce filtre à manche, c'est que lorsqu'on démarre la chaudière bois, au début ça fait beaucoup de fumée et on fait ce qu'on appelle un bypass. C'est-à-dire toutes les fumées qui sortent
du multicyclone, on les fait aller à la cheminée. Et c'est ainsi que j'ai fait une très belle vidéo de fumée, avec des fumées très conséquentes. Ça devait être probablement pour ce fonctionnement en bipasse. Alors ça, quand on démarre, et quand on arrête aussi. Quand on arrête, il y a un certain moment où il n'y a plus tellement de pression, et sinon, les filtres à manche, il peut y avoir un incendie qui se produit à ce niveau-là. C'est comme un feu de cheminée? Non. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Le feu de cheminée, c'est que vous avez beaucoup de suie. Il n'a pas été ramonné. La cheminée n'a pas été ramonée. Ou alors, on a oublié d'enlever le bouchon qu'on avait mis en été. Alors, je vais vous parler des chaudières à bois qui, selon les puissances, IDEX, puissance de 5 MW, on lui demande de ne pas produire plus en particules 50 mg par mètre cube. La chaufferie bois de Saint-Luce, 750 kW, donc elle est de puissance plus faible, 50 mg par mètre cube aussi. Elle est équipée de filtres à manche aussi. RNA Rosé était prévu d'être équipé en électrofiltre au départ. On lui demande de faire 30 mg par mètre cube. Donc vous voyez, la puissance est plus grande, le débit sera plus grand, et là, on diminue en quelque sorte la teneur en fumée. Ce qui fait que ce n'est plus l'électrofiltre qui se met ici, mais ça va être le filtre à manche. Pourquoi RNA avait voulu mettre cet électrofiltre? C'est que l'électrofiltre, quand vous démarrez la chaudière à bois et quand vous l'arrêtez, l'électrofiltre, vous pouvez le maintenir. Vous n'avez pas à faire un bypass. Donc c'était pour faire un fonctionnement plus facile. Alors, RNA s'est défendu quand j'ai participé à l'enquête publique. Alors j'ai dit, écoutez, moi je connais IDEX, 5 MW, il y a des filtres à manche. Je connais RNA Malakoff, l'autre RNA, qui a un filtre à manche pour des chaudières de 15 MW. Donc il y a 5, il y a 15, ça m'étonnerait que pour 9 MW, on ne puisse pas mettre un filtre à manche. Et finalement, ils ont fini par mettre des filtres à manche. Voilà. Mais il y a le fonctionnement en bypass, donc qu'il faut parfois faire. Et donc pour RNA Malakoff, on lui demande de fournir comme teneur des poussières, en poussière 10 mg par mètre cube. Et quand vous faites le produit de la puissance par la valeur limite, ben, vous trouvez des valeurs qui sont pratiquement constantes. C'est-à-dire, en quelque sorte... De 250 à 300. Ouais. C'est-à-dire que plus elle est puissante et plus on lui demande d'abaisser ses teneurs en fumée. Mais finalement, si elle est plus puissante, elle va émettre plus de fumée. Donc finalement, on fait on prend un peu nos poumons pour des capacités maximum à avaler. À s'arranger. Oui. Le confort se paye cher. Hein. Le confort se paye cher. Absolument. En termes de retombées pour la population, est-ce que le fait de faire des cheminées plus hautes pourrait diminuer les retombées ou pas? La dispersion se fait mieux, donc, mais ça pollue chez le voisin, en quelque sorte. Hein. Ouais, c'est ça. Ça retombe. À des doses plus faibles, mais ça retombe tout le temps. Alors, il faut savoir aussi que parfois, il n'y a pas de vent. Et que là, c'est la population qui est tout au bout, tout au bord, qui va tout prendre. Alors, des fumées, voilà. Donc ça, ce sont les premières fumées, les premiers panaches de fumée que j'ai obtenus auprès d'IDEX. Et vraisemblablement, une mise en bypass
des fumées de la chaudière bois. Alors, un petit jeu de mots sur la chaudière bois. Alors, où est-ce qu'il est dessus? Ouais, on voit mieux les fumées. Les pompiers sont dérangés, là, il y a des gens qui Là, vraisemblablement, le filtre à manche ne fonctionnait pas. Ah oui. Et ça s'ajoute aux pollutions des voitures, de la circulation, etc. Pollution de la circulation, pollution des autres moyens de chauffage. Là, tout à côté, vous avez des terrains de football, quoi. Donc, On a des chiffres précis, justement, sur ces pollutions de temps en temps. Mais ça arrive souvent. là, ce sont les capteurs de pollution des RP de Loire qui peuvent réellement mesurer la pollution, mais ces capteurs, Qui il sont y en a orientés. rue Victor Hugo, il y en a du côté du Jardin des Plantes, il y en a, mais... D'accord, mais ils donnent Donc- des résultats ou pas, non? Pardon? Ils donnent des résultats Ah, ils donnent des résultats, oui. Et ça, Et c'est pas parfois, bien. les fumées, elles passent juste à côté, elles ne sont pas prises en compte. Alors, lors de l'enquête publique, j'avais demandé à ce qu'il y ait des stations de mesure à Rezé et Bouglay, et après, il y en a eu. Voilà. Celle que C'est où tu nous maintenant as montré quand on a fait la sortie vélo. Voilà. C'est où Oui, À oui. 30 mou. À 30 minutes. Et l'autre de Bouglay allait en sens opposé. D'accord. Ah, ça, c'est Ouais, il faudrait judicieux. savoir quels sont les visées. Donc là, ce sont des photos même qu'on retrouve dans le rapport d'ARP Loire quand ils ont étudié les problèmes de la cheminée de d'Ilex. T'as piqué tes photos. Voilà, ça fait des très belles photos. Donc c'est un constat, on peut dire que la bonne solution, c'est d'isoler, pour fumer moins, d'isoler les bâtiments, pour que ce soit... Bah, déjà, si on isolait ces bâtiments-là, on aurait à fournir moins... moins de chaleur pour obtenir la même température dans les bâtiments. S'il y avait des vannes de régulation, eh bien, les gens n'ouvriraient pas les fenêtres quand ils ont trop chaud. C'est le seul moyen qu'ils ont. Hein. À la maison radieuse et dans les autres bâtiments, parfois ils ouvrent la fenêtre parce que dans des bâtiments, ils ont trop chaud. C'est de la folie, ça. C'est inadmissible. C'est Ouais. inadmissible en 2020 d'avoir des choses comme ça. À l'heure où ça devient, où le problème s'accentue et s'accélère, et pour nos respirations, et puis pour les quantités de chaleur disponibles. Enfin, ça a priori, ça va être réglé puisque Jean-Claude nous a dit qu'à partir de décembre 2020, ça va être obligatoire d'avoir des vannes sur chaque appartement, c'est ça hein? Oui, Donc, 20 décembre 2020. seulement pour les bailleurs et pour les propriétaires aussi ou pas? Ah, Bailleurs logement. Je crois que ce sont les bailleurs qui vont être tenus de faire les transformations. D'accord, donc pas pour les propriétaires du coup dans un immeuble. Là, je ne pense pas. D'accord. Donc peut-être que nous, on aura à inciter, à aider en fait, dans ce Oui, cas-là, pour la les propriétaires à faire population. ça, quoi, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens. Je crois qu'il y a un gros déficit d'information auprès de tous ces habitants des cités, quoi. C'est inadmissible qu'ils n'aient C'est-à-dire pas que- l'eau chaude sanitaire, quoi. Puis comme tu Ça le fait disais, un budget supplémentaire, le fait de devoir avoir Notre contrat, Mais surtout comme si ta c'est dans conférence le le faisait remarquer, c'est progressivement aussi, donc les gens ne s'aperçoivent pas des factures énergétiques. Il y a eu des aides, etc. Et c'est progressivement. Les prix vont augmenter progressivement, qu'on ajoute des vannes, que ça va être des coûts, etc. etc. C'est-à-dire, la valeur du prix entre ce que les gens paieraient directement en utilisant du gaz
Et en utilisant les réseaux de chaleur, il y a une part qui est payée déjà par l'État. par l'État. Oui, c'est ça. Et puis, Quel est le ratio? voilà. Voilà. Et donc, on élève après les prix doucement, donc ça ne crie pas trop, quoi. Hein. Je lisais sur Internet que il y a des endroits où ça faisait moins 20% quand même pour les gens. Mais on ne savait pas qu'il y avait des aides de l'État, donc je ne savais pas. Quel niveau à peu près? Quelle proportion les gens payent quand même moins cher avec cette aide de l'État, mais c'est tout. C'est ça qui fait que... Ici, les habitants ne payent pas trop cher en facture. Ouais. C'est modéré, mais je veux dire que le réseau chaleur est mal conçu. Pour moi, c'est mal conçu. On ne doit pas fournir beaucoup de chaleur. On doit commencer par isoler les bâtiments, quoi. Oui, bien sûr. Mais isoler les bâtiments, c'est au niveau des bailleurs sociaux que ça va se faire. Et ce que disait le rapport Prévost, il avait vu le problème, la contradiction, quoi. À devoir fournir beaucoup de chaleur pour que les réseaux chaleur, pour que les délégataires s'y retrouvent. Et que l'État doive aider. En plus, avec les fumées, Mais en on fait, ça, se retrouve avec... il a mal été pensé parce que des chaudières, il y en a des plus petites aussi. Et puis 6 km, je trouve que c'est énorme. C'est énorme. Parce qu'après, il y a l'entretien, il y a tous ces facteurs. En plus, avec les fumées bois, on se retrouve avec, fumées bois et des poêles et des cheminées, on arrive à 48 000 morts induites à cause de la pollution de l'air. Au niveau français. Oui, au niveau français, rien qu'en France, 400 000 en Europe. Je veux dire que il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne tourne pas rond. Avec le même argent public, on devrait pouvoir faire beaucoup mieux. Et d'ailleurs, à Nantes Métropole, ils ont commencé à mettre en place des rénovations de bâtiments. Le dernier réseau chaleur n'ajoute pas de chaudière bois, puisque c'est la chaleur fatale de l'usine de Couéron qui va arriver. Donc, il y a un progrès, mais je veux dire, quand même, on aurait pu y penser avant. Ça fait longtemps que je parle. C'est vrai, quand j'ai été reçu par M. Bourron à la mairie de Rezé, il m'a dit, il n'y a que vous qui contestiez. La rénovation là, dont tu parles, l'isolation du bâtiment, ça relève des bailleurs sociaux. Je crois que c'est de la compétence de Nantes Métropole. C'est Nantes Métropole. Voilà. Je crois que ça revient à 30 000 € l'isolation d'un bâtiment. Donc changer les portes et fenêtres. Ça me semble très peu, ça. Oui, aussi. Moi aussi. Pour Mais un c'est ce qui bâtiment, m'a- il y a combien Quel type de bâtiment? Un bâtiment. Il y a combien d'appartements? Ah, un logement. Ah, d'accord, ok. Un logement. Là, c'est une logique, d'accord. Un logement. Un logement, ça me paraît beaucoup, mais... Ah, là, ça paraît beaucoup pour le coup. Ouais. Oui. Quand vous Moi, si, multipliez c'est par normal. 800, Oui, ça fait beaucoup. Ah, c'est- Ouais. Enfin, tout est relatif. Quand Mais on ça voit fait- le skatepark, Ça fait pas beaucoup parce que si ça dépend de la manière dont tu dépenses cet argent. Si tu arrives à avoir des artisans locaux, en fait, essayer de te fournir au plus proche, en Et fait. du travail. C'est pas une vraie dépense, puisque en fait c'est de l'argent qui va rester dans le coin et qui va retravailler là. C'est ce qu'il faut voir, c'est que, comme on l'a dit, on veut absolument que dans les appels d'offres, on ait ce type de critères. Et dans ce cas-là, ça devient tout à fait envisageable. D'accord, il y a une dépense financière, mais pour l'économie locale, ça peut être bénéfique. Et puis derrière, qu'est-ce que c'est que de l'argent? En fait, c'est ce truc concret qu'on détruit, qui n'a pas de sens par rapport à la santé des enfants, par rapport au climat, par rapport à tout ça, quoi. C'est pas, on n'a pas de problème à se dire que oui, on peut, nous, si c'est effectivement, si ça dépend de Nantes Métropole, en tant qu'écologiste, en fait, ayant obtenu une majorité à Rezé, pousser pour qu'effectivement la priorité soit l'isolation. Et quelle isolation? Et pas faire n'importe quelle isolation. Bien sûr. Une isolation qui tienne dans le temps. Pas une Avec des isolation produits imposée. biosourcés, par Des exemple. études de fait. Ouais. Et puis les aides sont insuffisantes. Les aides au niveau du département, au niveau des Pays de la Loire, sont complètement insuffisantes par rapport à... Je crois qu'il faudrait tout mettre à plat et Mettre à plat. Ouais. tous les projets, faire en sorte de les évaluer par rapport
combien ça ferait de logements rénovés. Par exemple, le skatepark plus le parc Alain, 900 000 euros. Ah oui, quand même. Si on fait 30 000 euros par logement, bah, ça fait 30 logements. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un peu mieux Prioriser, ouais. le skatepark? On a enlevé tous les arbres, les beaux arbres, on a remis des petits arbres. Il va falloir une dizaine d'années avant qu'ils commencent à stocker du carbone. Quand il va faire, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, il va faire un cagnard pas possible sur le skatepark. Là. En plus, c'est bruyant. Je veux dire que on aurait peut-être pu faire, on aurait pu réduire peut-être un peu la voilure. En plus, il y a un skatepark du côté de la Trocardière. Donc peut-être qu'on aurait pu l'améliorer là-bas. Je veux dire, ça fait peut-être un peu chic, ça fait un peu racoleur de faire un skatepark. Là, mais je veux dire, on aurait peut-être pu faire un peu mieux. Il y a sûrement des manières de faire mieux. C'est-à-dire de ne pas aller sur la bétonisation, l'artificialisation supplémentaire. De toute façon, on s'est engagé, en fait, à aller dans l'autre sens, c'est-à-dire à végétaliser. C'est-à-dire qu'on ne va promouvoir aucun projet qui ajoutera 1 mètre carré, en fait, de béton. Maintenant, il me semble nécessaire qu'effectivement, sur les endroits en fait, où il peut y avoir des difficultés sociales, ce soit là que la mairie investisse et investisse aussi dans le loisir. Bien sûr, forcément au mieux possible, sans artificialiser, mais c'est quand même une orientation dans toutes nos discussions où on a bien dit que ce qu'on voulait, c'est que les gens vivent bien, et ce sont avant tout les gens qui peuvent avoir le moins de moyens qui doivent avoir de quoi vivre et s'amuser. C'est-à-dire que le loisir ne doit pas être laissé seulement aux privilégiés. Voilà. Quand on regarde des choses style les opéras et compagnie, c'est des choses avec de l'argent public, mais où il faut payer, même si c'est complètement subventionné. Résultat, c'est des subventions qui vont juste aux plus riches. Voilà. Donc c'est juste idiot. Donc, en tant qu'écologiste à la tête d'une mairie, oui, on fera attention à ne pas faire de projet là, comme celui-là, où en fait on bétonise, on artificialise, mais si on dépensera quand même de l'argent en fait pour des loisirs et pour des choses qui peuvent paraître futiles, parce que si on veut bien vivre, c'est aussi en permettant à tout le monde en fait d'avoir des loisirs. Voilà, ça tourne un peu en rond, mais continuez. Oui, oui, voilà. Et pas se faire... Désolé pour cette... Vas-y, vas-y. Donc il y a des photos qu'on m'a transmises. Donc des footballeurs qui m'ont transmis des photos. Donc ça c'était un vendredi soir. Il y avait énormément de fumée. Donc ils sont allés voir. C'était des ovnis. Ils sont allés voir la mairie. Donc ça c'est c'est la Trocardière. Et là c'est juste à côté de la chaufferie, il y a le terrain synthétique, terrain de foot synthétique. Là je crois aussi qu'on doit pouvoir faire mieux qu'un terrain synthétique. Voilà, faire une vraie pelouse, peut-être l'arroser d'ailleurs avec l'eau de la Loire, juste de la filtrer, donc parce que on aura peut-être des déficits hydriques dans certaines villes, et peut-être qu'il faudra en venir à utiliser des circuits, donc des doubles circuits pour arroser. En plus, il faut de la mécanisation pour ces terrains synthétiques, parce que les particules de caoutchouc, particules de pneus, elles ont tendance, lorsque les footballeurs font des tacles et autres, donc ça s'éparpille un peu partout. Donc ils passent et repassent avec des machines, avec des moteurs thermiques. Alors, il y a une autre chaufferie qui est à Saint-Luce, par le même groupe IDEX, qui s'appelle, bon là-bas ils l'ont nommé IBEM. Donc 750 kW, donc vous avez vu, donc il y a une chaudière bois, une chaudière gaz, et voilà ce qu'ils ont filmé. Et les maisons sont à 30 mètres. Ah oui, qui est en bas. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est pas de la condensation et que c'est des poussières qu'on voit un film comme ça?
Alors, c'est pas. Comment est-ce qu'on le sait? C'est naïf ma question, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on sait que Ouais, c'est les ça? particules, là, ouais. Là, en plus, les fumées ne sont pas éjectées à la verticale. Là, ça s'en va dans tous les sens. Donc, ce sont les grains. Les grains de fumée, là, sont lourds. Voilà, sont lourds. La fumée, c'est ça. Voilà, les particules d'eau, là. Bon, les autres panaches qu'on a vus, ils sont impressionnants. Mais il y a de l'eau, il y a de la condensation d'eau. Ici, c'est vraiment des particules de fumée. Là aussi, ça devait être un bipasse. Là, ça devait être un C'est le bipasse. départ, c'est au départ. Et ça fume comme ça pendant 3/4 d'heure. Ah, c'est pas moi qui filme. Alors, il faut... Donc, ce réseau chaleur, c'est à Sainte-Luce, c'est un réseau Nantes Métropole. Je crois qu'il n'a pas été bien conçu, puisqu'ils n'ont pas obtenu les aides ADEME. Ce qui rajoute 15 € le mégawattheure pour leur prix chaleur. Et c'est quoi par rapport à une chaudière personnelle au gaz? Ça représente quoi? Alors, la chaudière au gaz, elle sera à peu près à ce prix-là. Mais les taxes sur le gaz augmentent. Et puis, de temps en temps, si on prend en compte l'achat et l'amortissement de la chaudière gaz, c'est plus élevé. On arriverait plutôt à 100 € le mégawattheure. Donc c'est quand même intéressant là, parce qu'il y a les aides, c'est quand même intéressant pour les Oui, ONG d'être... mais les aides, Il n'y en a pas. les aides, quelque part, on les paye. Oui. Oui, c'est Ah ça. oui. Oui. Alors, il a été très mal conçu, puisque ça devait être un écoquartier. Ceux qui devaient acheter, on leur a promis que ça allait être écologique et tout. Panneaux solaires, on leur a dit. Et puis finalement, on ne leur avait pas parlé de chaudière bois, de réseau chaleur. Finalement, ça a été réseau chaleur et chaudière bois. Ils ont commencé à équiper les premiers logements en toute électricité. Alors qu'ils savaient qu'ils allaient faire le réseau chaleur. Mais quand j'y suis allé en 2016, là, pour faire la visite, ceux qui étaient chauffés à l'électricité, ils m'ont dit ça nous revient moins cher que les autres qui sont chauffés par le réseau chaleur. Par contre, le truc qui me choque, c'est dans ce que tu as dit, c'est qu'ils avaient à un moment parlé de panneaux solaires. C'est-à-dire que c'est la solution idéale normalement. Mais ils ont changé. Ils ont changé. Et qu'est-ce qui a poussé à changer? Ah, c'est pas les habitants. Non, mais sûrement pas. Non. C'est pas les habitants. Et le réseau chaleur, comme il est cher, eh bien, il y a un îlot de logements qui devaient se raccorder et qui ne se sont pas raccordés, puisqu'il y avait le choix. Donc le réseau chaleur, pour qu'il soit rentable, pour qu'il soit viable, il faut que la quantité de chaleur divisée par la longueur du réseau, ça donne la densité thermique, soit aux environs de 3. Et là-bas, c'est aux alentours de 2. Mais il y a des réseaux chaleur qui sont mal fagotés et qui ont une densité thermique de 1,5. En 2014, l'ADEME disait on veut des densités thermiques de 3. Mais depuis, ils sont devenus beaucoup plus cool, puisqu'ils ont du mal, même en faisant des offres de réseau chaleur, de plans, de contrats, eh bien, il y a très peu de demandeurs. Les délégataires ne se bougent plus au continent. Alors, je vais vous montrer... Ben, vu les fumées, ça se comprend. Oui, hein. ça se comprend. Tant qu'ils n'auront pas résolu ce problème de capter Non, les fumées. t'inquiète pas. On parle de délégataires, de gens qui veulent gagner du fric. Donc les fumées, ils s'en foutent. Oui. Tout ce qui compte, c'est est-ce qu'ils peuvent gagner du fric avec cette solution ou pas. Ouais. Alors, parfois, on obtient des très belles photos. Ça, c'est sur le NOx sur la région de Nantes. C'est des fuites, ça? C'est comme une thermographie. Oui, quoi. c'est ça, Donc des fuites de chaleur. plus la couleur est rouge, Plus c'est chaud. Il y a de pollution. et plus il y a de pollution en oxyde d'azote. Et là, c'est Donc- les voitures, là, plutôt. Là. Donc on voit que ce sont sur les axes routiers, hein, principalement.
Ah Et ouais. la chaufferie, je l'ai représentée ici. Les axes routiers. Et voilà, RNA, c'est là. RNA, c'est là. Et vous voyez que le secteur entre nous, donc la route de Pornic, vous voyez ce qui se passe. Donc ça, c'est le pont, donc ça, c'est le pont Trois Continents. Ça, c'est l'autre, là, je ne sais plus comment on l'appelle. Pyramide, c'est là. Donc, vous voyez un peu la pollution. Moi, je comprends Mais- pourquoi je touche. Dites donc, il n'y a pas un CHU là-bas qui doit se construire? Si, de l'autre côté, oui. Hein, Juste en face. Donc, c'était un des arguments sur, sur le registre d'enquête publique pour le CHU. J'ai dit, mais là, c'est la zone la plus polluée de la région. C'est pour les HV, là. C'est la zone de densité automobile ici importante. En plus, zone qui va être inondable. En plus, il y a des avions qui continuent à survoler. Il va falloir que l'hélicoptère des urgences se pose. Comme ils font une construction sur 10 hectares. Donc, évidemment, ils vont monter les bâtiments. L'hélicoptère, il va falloir qu'il se pose en hauteur. Comment il va arriver selon les avions? On ne doit pas être sur les mêmes paliers. Mais de toute façon, nous, en tant qu'écolo, en fait, pour les avions, ce qu'on prône, c'est la diminution du trafic. C'est quelque chose, on ne pense pas qu'il y ait une nécessité d'avoir des aéroports partout en France. Voilà, donc On a déjà. on a besoin juste de diminuer le trafic, donc ça ne devrait pas... Nous, notre but, c'est que quand on était contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'était pas du tout pour promouvoir celui-ci, c'est juste pour dire que ces nuisances-là, on n'en veut plus, voilà, et qu'il faut les diminuer. Donc ça, c'est ça pour l'avion. Pour ce qui est du trafic automobile, là, au niveau de toutes les agglomérations, donc ce qu'il y a, c'est qu'on veut, au niveau métropolitain, porter en fait un plan de transport, en fait des vrais TER en fait, voilà, pardon, des vrais RER, transformer en fait les TER en RER, c'est-à-dire d'avoir des trains cadencés, réguliers, voilà, à tous les moments de la journée, pour faire en sorte que ces grosses zones en fait de pollution ne soient plus là, parce qu'on veut inciter tout le monde à ne plus venir en voiture en fait sur Nantes, puisque ce qu'on a vu là comme zone très grosse, ça correspond aux gens qui rentrent et qui sortent de Nantes, principalement sur ça. Donc ce qu'on veut, c'est que ce soit avant tout du transport en commun. Donc là, on veut encore une fois mettre de l'argent public pour ça, parce que ça vaut le coup, c'est pour tout le monde, et que c'est juste impossible de se dire que dans la ville, les enfants en fait tuent leur santé simplement en jouant au foot. Il va falloir mettre des parkings relais sur la route de Pornic, là, et puis Plus loin faire que ça. venir une ligne de tramway. Plus loin que ça, c'est-à-dire que notre idée, c'est vraiment en fait d'inonder en fait la région sur ça, c'est-à-dire d'avoir progressivement des lignes en fait de TER qui se transforment en lignes de RER, voilà, et avoir incité vraiment les gens par la fréquence et la régularité des trains à vraiment prendre le train, c'est-à-dire que ce soit plus pratique de prendre le train que la voiture. Voilà, et ça, ce n'est possible qu'avec des solutions où les trains en fait sont vraiment cadencés et présents toute la journée. Qu'on n'ait pas à attendre 2 heures pour prendre un train et se dépêcher à sortir du cinéma ou même de son boulot pour pas louper son train. Alors j'aime bien cette image. Ça résume un peu ce que disent certaines mairies. Alors, on ne voit peut-être pas bien là. On voit quand même une cheminée de chaudière bois. Et information de la mairie, pollution, réduisez votre vitesse. Voilà. C'est un peu ça, hein, c'est-à-dire... Voilà. Et notamment sur la route de Pornic, là, eh bien, la municipalité veut qu'elle soit réduite de 2 voies à 1 voie sur un certain tronçon, et passage de 50 km, de 70 à 50 km par heure. Ce qui fait que ça va créer davantage de bouchons. En fait, non. C'est le contraire, c'est-à-dire que les bouchons se créent en fait au moment où, par rapport à la vitesse maximale, les gens vont commencer à devoir ralentir. Donc plus et aller jusqu'à freiner en fait. Et c'est là que vont commencer les bouchons.
ce qui va se passer quand on passe de 70 à 50 ou de 50 à 30, c'est pas en fait l'augmentation des bouchons, c'est juste c'est même pas la disparition de l'augmentation, c'est le fait qu'ils apparaissent plus tard et disparaissent plus tôt. C'est-à-dire qu'ils vont en fait apparaître plus tard avec la même densité de véhicules et disparaître plus tôt. Donc on va plutôt les réduire en fait concrètement. Et c'est des choses qu'on porte, le fait de réduire la vitesse en ville. C'est-à-dire que cette idée que c'est pas la peine en fait que nos villes ne servent qu'à aller plus vite d'un point A à un point B. Nos villes, elles sont là pour vivre. Elles sont là pour que les gens puissent y vivre convenablement. Et dans le schéma que j'ai vu tout de suite, enfin juste à 2 schémas de ça, tu montrais bien en fait que les zones les pires, c'était quand même vraiment les routes. Donc évidemment, la chaudière bois, on voit des petits points. En fait, là, je pense à la trocardière, c'est juste absolument clair. Mais je pense que c'était pas idiot quand même le panneau de réduire de réduire la vitesse, en fait, tout ça, parce que ça se voit directement sur le schéma que c'est vraiment les routes qui apportent énormément en fait de pollution. Ça, ce sont les doses. Hein. En rouge, dose maximum, c'est 40 microgrammes par mètre cube. Attention, tout à l'heure, les doses que je donnais, c'était sortie cheminée. Là, c'est les teneurs dans l'air que l'on respire. 40 microgrammes par mètre cube, et on ventile plusieurs mètres cubes par jour. À quelle hauteur, du coup? Alors ça, ce sont des modélisations qu'ils font. Ce sont des modélisations. Oui, mais ils mettent dans cette modélisation, c'est pour à 2 mètres, c'est pour quoi, je pense, que mesure. Je ne sais pas. Ça doit être hauteur d'homme, normalement, non? Je ne sais pas. Air Paris, à Paris, mettez les capteurs à 3 ou 4 mètres de hauteur, alors que les pots d'échappement, où les enfants respirent à peu près à 50 cm. Ouais. À cette époque-là, Air Paris faisait diminuer la pollution. En quelque sorte. Alors, mon tableau de bord, donc pour les réseaux chaleur, ça s'obtenait par les synthèses et délégataires. Donc chaque année, au mois de novembre, on a ainsi les réseaux chaleur, Bellevue, Saint-Herblain, donc qui donnent les quantités de chaleur fournies, les consommations par énergie, puisqu'il y a plusieurs chaudières, donne le tarif pour établir les factures, coût moyen du mégawattheure, et à chaque fois il donnait sur 2 années, voilà, avec l'évolution. Donc les documents que je mets ici, ce sont des documents publics. Voilà, documents publics évidemment, que j'aurais bien voulu avoir la première année avec IDEX. Voilà. Donc là, on peut comparer les coûts chaleur pour les différents réseaux chaleur. Nadic, c'est Chantenay, c'est juste en face Trancourt, hein, c'est Bellevue. Donc Irena, Malakoff, Bousson-Poussé, Saint-Luce et IDEX. Donc vous voyez qu'on tourne autour de 75, 80. Bon, IDEX, ça dépasse un peu. Alors je considère que si on se chauffe au gaz, un appartement qui se chauffe au gaz, il peut arriver à peu près à 80 € le mégawattheure. Et vous voyez qu'il même, eh bien, il est à 92,48. Donc il y a le décalage parce que le délégataire n'a pas pu défalquer l'argent qu'il a reçu par l'ADEME et faire diminuer ce coût chaleur. Et même pour IBEM, vous voyez les autres coûts chaleur, en 2016, c'était 91,35. Donc c'est monté jusqu'à 106 en 2014. Le bailleur a même pris sur lui une partie des charges parce qu'il a considéré que les usagers, oui, c'était trop élevé. Ce qui avait étonné Madame Hermos qui était allée en réunion là-bas. Donc le coût moyen par logement,
selon un document de Nantes Métropole, à part 550 €, c'est à peu près le coût par logement si c'était chauffé au gaz. Moi, quand je parlais, c'était pour une maison. Pour un logement de maison, le coût n'est pas le même. Donc, vous voyez que pour IBEM, qui est l'avant-dernière colonne, donc on arrive à 500 de 2018 à 2013. Vous voyez les coûts de 562 à 666. Chiffre magnifique même. Bon, par contre, pour les autres réseaux chaleur, donc Nadic, la première colonne, donc la deuxième, donc Malakoff, donc ça se tient un peu. Bon, c'est pas loin du 550, mais ça tient encore. Pourcentage de couverture, bois. Bois où on considère que la chaleur fatale, c'est de l'énergie renouvelable aussi. Donc, voilà. Donc, ça fait partie de la mixité. Donc, on en est à 51,4% pour Nadic. Ils utilisent quand même pas mal de gaz. Et pour Malakoff, 74% en couverture. Il faut dire qu'ils utilisent beaucoup la chaleur fatale. Et puis, ils ont 2 chaudières bois qui ne fonctionnent pas très bien, mais qu'ils utilisent quand même. Et pour IBEM, c'est la première année, 2018, la première année où ils ont dépassé les 50% en bois. Alors que les délégataires, au début, disaient qu'ils allaient faire un fonctionnement à 85% en bois. De même IDEX, vous avez dit 85% en bois. Le maximum qu'ils ont fait, c'est 69%. Mais ça, finalement, tu trouves ça bien, du coup, qu'ils l'utilisent pas. Oui. Pardon ? Finalement, tu trouves ça bien, ça qu'ils n'utilisent pas le bois, finalement. Oui, parce que quand on ne coupe pas les forêts continuent à absorber le CO2. Quand il y a des incendies de forêt, on dit mais c'est une catastrophe, la pollution, tout le CO2. Le même bois que l'on brûle dans les chaudières, il économiserait le CO2. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement. Voilà, quelque part. En France, alors, les forêts sont très mal gérées en plus. Elles sont privatisées. Elles vont devenir privées. Le problème, c'est que le CO2 qui a été capté par les arbres, quand on brûle l'arbre, on redonne d'un seul coup, on relargue tout le carbone qu'il a capté. Et après, si on replante, il faut 30, 40 ans. Et non, on replante en conifère parce que ça va très vite et ça n'absorbe pas grand-chose. Et puis tu as des aides Et actuellement, pour les on fait des plantations avec uniquement le même type d'arbre. Du Douglas. Ce qui manque énormément, c'est la diversité, la biodiversité. Mais Il y a des forêts où il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de bestioles, il n'y a plus rien. Oui, Dans mais les c'est Landes, il n'y a plus rien. défiscalisé pendant 15 ans. Le fait de Il faut planter qu'il y ait de la couche des fougères, il faut qu'il y ait énormément de biodiversité. Le problème, il est juste sur l'idée que les services publics doivent être rentables. C'est-à-dire que pour l'ONF, ça avait des forêts où on voit plein d'ingénieurs de l'ONF qui ne sont pas du tout d'accord avec la politique, puisque eux, en fait, ils voyaient effectivement leur rôle qui était un rôle à au moins un siècle à chaque fois. Quand quelqu'un plante quelque chose, prévoit un plan, c'est pour un siècle, et en fait là, on leur demande d'aller sur de la rentabilité et donc de faire des arbres à pousser rapide, toujours les mêmes, ça n'a rien d'une forêt, c'est juste un champ. En fait, c'est comme un champ de maïs, sauf que c'est avec du bois. Voilà, et donc il n'y a plus de vie. Il n'y a juste plus de vie, il n'y a plus de forêt et il n'y a pas de pérennité en fait dans le temps. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui entretient une forêt, le résultat de ce qu'il a fait, ce sont ses enfants, voire ses petits-enfants. Voilà, c'est absolument pas la personne. Là, on veut une rentabilité, enfin, on veut que dans 20 ans ou dans 30 ans, on récolte en fait cet élément. Donc c'est juste impossible. Mais là, c'est sans doute une... Enfin, c'est un très bon exemple de la raison pour laquelle on n'est pas en fait à droite ou LRM et compagnie. C'est que dès qu'on est sur une rentabilité financière, on n'est plus du tout sur le respect de la vie, le respect du vivant, voilà, et on est sur des politiques suicidaires, tout simplement. Ouais, tout simplement. Désolé, vas-y. Alors,
on disait que l'État fournissait de l'argent pour les réseaux chaleur quand il y a des chaudières bois. L'État aide aussi ces réseaux chaleur par le taux de TVA qui est appliqué sur l'énergie, c'est-à-dire sur le combustible. Donc quand on arrive à une mixité supérieure à 50%, la TVA, au lieu d'être à 20% sur l'énergie, elle tombe à 5,5%. Ah oui, Voilà. Donc, ça change ça. ce qui fait que pour les premiers réseaux chaleur, on a 5,5%, 5,5%. Bon, j'ai vu dans les rapports que pour IBM à Sainte-Luce, il y avait même 5,5% quand la mixité était inférieure à 50%. Ensuite, la densité thermique, dont je vous ai dit, c'est la quantité de chaleur utile, c'est-à-dire qui est réellement consommée par les usagers, divisée par la longueur, au kilomètre. Donc, les deux premiers réseaux chaleur, les deux plus importants, 3,1, donc c'est bon, 3,15, c'est bon, mais on tombe pour IBM à 2, ils recherchent des clients. Et pour IDEX, 2,1 aussi. Ils n'ont pas récupéré assez de clients, puisqu'il y a beaucoup d'autres immeubles de logements et ils ne veulent pas se raccorder. Il faut dire que, poser la question, qui veut se raccorder à mon réseau chaleur pour faire diminuer les charges? Ça n'est pas très porteur. Il faut l'avouer. Les rendements. Alors, donc on tient compte de toute l'énergie et le rendement, c'est quantité de chaleur réellement obtenue divisé par toute cette énergie qu'il a fallu fournir. Et on n'arrive pas à des bons rendements. Vous voyez, même pour Nadic, donc 77,4, le dernier, donc ça fait 23% de l'énergie qui est dépensée. C'est à peu près pareil dans un moteur de voiture. Ah non, c'est pire. Pire. C'est 40% le rendement pour une voiture. 40% pour un... Par Ouais, contre, mais on arrive à 95% pour un moteur électrique. Mais on peut. Moteur, Non, non. Moteur, mais pas sur... Mais non, parce qu'on On peut pas comparer. Non. Sur de l'essence, c'est très dense en énergie. Sur de l'électricité, en fait, il faudrait voir la source, pas l'électricité. Moi, je parle du rendement global, Oui. c'est-à-dire l'énergie mécanique obtenue divisée moteur, par divisé par l'énergie l'énergie. qui est Voilà, contenue dans le la combustible. circulation. Voilà. Donc là, il y a plusieurs rendements. Et quand il y a plusieurs transformations pour faire le produit des rendements. Et, bon, ça finit par s'abaisser. Donc, pour RNA, c'est par contre pas trop mauvais. Vous voyez qu'on arrive à presque 84. 71,5 pour, ça c'est IDEX. Non, c'est IBM, pardon. IBM Sainte-Luce. Donc là, c'est vraiment pas bon. Vous voyez, 72,7, 68,7, 70, 78. Donc on arrive presque à un tiers d'énergie perdue, quoi. Et pour IDEX, là, 82. Qu'est-ce qu'il y a bien pu y avoir pour avoir un rendement de 82% une année? Si vous avez suivi ce que je vous ai dit. L'arrêt du bois. Ouais. Il y avait une panne bois Une panne, ouais. d'un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le rendement a augmenté. Vous vous rendez compte? On arrive à, par rapport à l'année précédente, on arrive à 11% d'écart. Oui, mais c'est marrant, on n'est pas du tout sur la même densité d'énergie entre le gaz et le bois. Donc. Ben, disons que par le mode, C'est ce que tu nous as expliqué sur la partie précédente. Effectivement, tu as Ouais. plus d'énergie sur le gaz, donc c'est normal ce rendement. une chaudière gaz, Voilà. elle arrive à fournir 95% elle a un rendement de 95%. La chaudière bois, on a du mal à dépasser les 90%. Donc déjà, il y a un décalage. Et puis en plus,
la chaudière bois, eh bien, il y a des appareillages, on dépense de l'énergie partout, hein, donc il y a des extracteurs. Donc le réseau chaleur n'est pas forcément la solution. Ah non, il faut vraiment l'étudier, Ouais. vraiment l'étudier sérieusement, quoi. Mais là, ils avaient l'argument, on donne une énergie qui est renouvelable. Oui, Parce c'était que ça. Le bois, C'est ça au départ. le Parce que le reproduit, gaz, C'est comme le ça. pas gaz, perdu, il va c'est monter pas- sans c'est arrêt. pas une énergie on fossile, n'a pas fait. on brûle et c'est fini. On n'en a pas fait de Si la forêt était bien. Mais là, il nous a répondu, ça dépend d'où vient le bois. C'est que Oui. si effectivement il est local et renouvelé, mais justement, quand on a une très mauvaise gestion des forêts et que c'est loin, du coup, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on a besoin, dans ce cas-là, de sécuriser toute la filière. Ouais. Là, dans ce que tu as montré, il y avait par exemple le fait que la plus grosse chaudière, en fait, du coup, émettait moins. Oui. Donc ça veut dire que si on fait un réseau de chaleur, si Moins tant pas- est qu'il faut aller en face, ça veut peut-être dire qu'il faut en fait à chaque fois avoir une puissance suffisante Suffisant. et donc du coup de l'avoir mis à l'écart. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un grand circuit et ça doit perdre beaucoup en ligne. Non? Ouais. Alors, la chaudière qui fonctionnait le moins bien, c'était la chaudière bois Saint-Luce. Mhm. Elle a un silo qui est dimensionné par rapport à la puissance, donc c'est un petit silo. Donc il y a un camion de bois qui arrive, qui vient d'un endroit où c'est du bois de haie par exemple, puis après ça va être du bon bois, et l'opérateur, s'il n'est pas là quand arrive le bon bois, après le mauvais bois, parce qu'il a réglé pour que le mauvais bois il puisse quand même brûler, eh bien il y a la température qui monte et après Il n'y a pas un opérateur en permanence à contrôler Non. Non. Donc il faut avoir des silos qui soient suffisamment conséquents pour qu'il y ait un brassage. À Malakoff, ils ont des systèmes pour renouveler le bois en bas de silo, de façon à ce que ça soit beaucoup plus homogène.